Allez-vous créer une réserve voyante, pas cachée, là, n'est-ce pas? Et garder ces terrains-là pour construire des logements sociaux sur le bord de la berge entre Exxon et La Fleur, je crois. Et ma deuxième question, qui est reliée à ça, il faudrait faire une date de concertation de tous les groupes ici pour parler de logement. On pourrait vous en parler une demi-heure de temps. On avait le temps. Merci pour votre question. Faudrait qu'une société se développe. Je pense que personne n'est contre le développement ou des choses comme ça, mais il faut aussi travailler au niveau du filet social, s'assurer que les gens, tous et chacun qui vivent dans l'arrondissement, puissent trouver sa place. Alors, comme engagement réel, nous avons dans notre plateforme un fonds dédié obligatoire afin de récupérer les réserves foncières des terrains pour bâtir du logement social. En fait, c'est même dans la plateforme pour Montréal de l'équipe de Nicodère. En ce moment, c'est 200 unités ou plus. On doit fournir 15% en logement social. Les promoteurs divisaient les projets généralement en deux. Ils faisaient 2 projets de 5. Ils n'étaient pas obligés de se soustraire à la règle du 15%. Maintenant, avec la nouvelle administration, on va arriver avec un 15% obligatoire sur tout projet de développement. Déjà, ça va avoir un impact majeur sur les citoyens. Aussi, on veut augmenter les limites supérieures du prix des propriétés admissibles au programme d'aide. En ce moment, elles ne sont pas à jour pour ce qui est de la valeur des marchandes des prix des maisons. Alors, le programme d'aide doit s'ajuster en fonction du marché actuel. Puis, on va ajouter des maisons unifamiliales et en rangée qui soient admissibles à des programmes d'aide financière. Et surtout, pour ce qui est du logement et du milieu de vie, on veut diminuer les délais de réponse de nos inspecteurs en cas d'insalubrité ou de négligence de certains propriétaires. Il est important qu'on réagisse un peu plus vite. Dans certains cas, on l'a vu au niveau des punaises et des choses comme ça. Merci. Ça aussi. Félicitations, oui, pour l'aménagement. C'est très convivial, c'est très apprécié. Ça donne envie de revenir avec toute la famille. Alors, j'ai 2 questions pour vous ce soir. D'abord, première question sur la question des demandes de dérogation qui vont être traitées plus tard. En fait, ce soir, je comprends bien, les élus ont le pouvoir d'accepter ou de refuser ces 2 demandes de dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété divise. Le CACV, en fait, ce soir, parce que je travaille donc au CACV, demande, au nom des locataires de Verdun, demande aux élus s'il est prêt à prendre le parti de la sauvegarde de son parc de logements locatifs. Je pense que c'est important de dépeindre un petit peu le portrait au niveau des logements locatifs. La situation est assez alarmante. Chaque année, on perd de nombreux logements. On n'en voit qu'une partie de ces logements perdus-là qui sont perdus par les conversions en condos. Si on regarde dans les 10 dernières années, 400 logements ont été perdus de cette façon-là. Si on regarde du côté des conversions indivises, on n'a que très peu de chiffres, mais on a une étude qui date de 2011, qui a été réalisée sur un petit échantillon à Verdun, qui a observé 4 rues à Verdun, 328 logements. Et puis là-dessus, on voit qu'il y a 8% de ces logements-là en 10 ans qui ont disparu du marché locatif puis qui sont devenus donc des propriétés pour propriétaires occupants. Parallèlement à ça, la situation pour les locataires est assez alarmante. On est en dessous du 3%. Le 3%, il faut savoir que c'est un indice qui a été mis en place par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, donc qui mesure le taux d'inoccupation des logements, donc le nombre de logements qui ne sont pas occupés par aucun locataire. On est actuellement à 2,7%, si je ne me trompe pas, ou 2,4% à Verdun. Si on regarde, par exemple, dans ce qui est les plex, du plex, triplex, on se trouve, par exemple, à du 1,4%. Donc, quand on est un locataire à Verdun et qu'on cherche un logement abordable, en bon état d'habitabilité, il y a très peu de choix sur le marché, malheureusement. Et puis, les conversions ont des effets aussi pervers. Ça pousse les locataires à devoir quitter les logements, à devoir quitter bien souvent Verdun parce qu'ils ne peuvent plus se payer Verdun une fois qu'ils ont perdu leur logement. Évidemment, normalement, les conversions doivent se faire de bonne foi, mais ce qu'on observe à l'année longue, pratiquement, c'est des pratiques de mauvaise foi, des reprises de logements de mauvaise foi, des opérations pour chasser des locataires, de l'intimidation, du harcèlement. C'est pratique courante à Verdun. Donc, ce soir, on demande aux élus s'ils sont prêts à protéger le parc locatif et s'ils sont prêts à appliquer le moratoire sur la conversion de condos qui est en vigueur dans l'ensemble de Montréal et qu'on peut contourner à Verdun en ce moment par le règlement sur les dérogations.
Ça, c'est la première partie. Après ça, rapidement, la deuxième partie, j'ai vu qu'il y a une résolution aussi concernant un projet de coopérative, la coopérative Casabella, dont la construction est prévue sur le terrain qui est dans la berge. Là, je retourne un petit peu en arrière pendant la campagne électorale. On avait été très heureux de vous entendre, Monsieur le maire, lors de l'Assemblée publique citoyenne, où vous nous aviez appris en fait que Verdun accusait un retard flagrant dans ce qui est de construction de logements sociaux comparativement au reste de la ville de Montréal, et puis que vous aviez une volonté vraiment d'être proactif dans ce dossier-là, et puis que c'était la responsabilité des élus de travailler à la réalisation de logements sociaux. Je vois qu'on fait un pas dans la bonne direction. On passe d'un projet de 26 logements dans un projet en inclusion à 52 logements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un mouvement citoyen qui réclame que ce terrain-là, parce qu'on parle d'un terrain municipal, serve de réserve foncière et serve à construire 100% de logements sociaux, et accepte mal le fait qu'un terrain municipal, dans une situation de pénurie de logements sociaux et de besoins extrêmement grands, nous, on a énormément de mal logés à Verdun, plus de 1000 personnes qui sont en attente d'un logement social. On voit mal que ce terrain-là serve à enrichir un promoteur immobilier finalement qui va construire plusieurs centaines, on parle peut-être d'un potentiel de 200 condos. Donc, on demande au conseil d'arrondissement de continuer dans la bonne direction. On a la chance d'avoir des élus qui siègent à la ville de Montréal, donc de travailler ensemble, et puis peut-être pas de ne pas se limiter à un chiffre, 52 unités, mais d'aller frapper à la porte de la ville de Montréal, d'aller frapper à la porte de la Société d'habitation du Québec, et d'aller chercher le maximum possible et de conserver ce terrain-là. Donc, on aimerait savoir si vous seriez prêts, dans le fond, à aller dans ce sens-là avec nous, puis à essayer de faire le maximum possible pour que Verdun, comme vous le dites, là, rattrape son retard en matière de développement de logement social et qu'on ait plus de mal logés à Verdun. Ça, c'est notre objectif principal. Merci beaucoup. C'est clair, net et précis comme question. Alors, il y a plusieurs petites questions dans votre question, puis je vais essayer de vous répondre, puis je vais laisser la parole aussi. Je pense que c'est un point que vous voudriez peut-être intervenir. Il y a deux choses. Je vais parler de mon nom personnel au niveau de ça. Je connais très bien le milieu de l'immobilier à Verdun en général. Pour ce qui est des procédures de condo divise, indivise, il y a des choses différentes. Juste pour la connaissance des gens, le condo divise, le fameux condo traditionnel qu'on voit, c'est le condo, tandis que l'indivision peut se contourner la loi parce qu'on n'a pas d'autre conversion. On peut contourner avec l'indivision, il n'y a pas rien. On décide de faire une indivision, les 4 propriétaires décident de se mettre un condo d'indivision. Puis c'est une façon parfois de contourner la loi à ce niveau-là. On s'entend avant de passer de l'indivision à division, ça prend un certain temps. Il faut quand même que le locataire soit là pour une dizaine d'années avant qu'il puisse avoir l'autorisation de la régie du logement. Il y a un processus à suivre. Pour ce qui est de la perte, oui, il y a eu des pertes au niveau du logement, de l'indivision, je l'ai vu. On l'a vu souvent, beaucoup dans le côté ouest de Verdun, au niveau des 4 logements, des conversions. En même temps, il faut le voir aussi d'une autre façon aussi que c'est un accès à la propriété à un prix plus convenable au niveau de l'indivision. Par exemple, une propriété d'un 4 logements, quelqu'un peut pas acheter 4 logements, mais il y a la possibilité d'acheter le logement, c'est un accès à la propriété, ce qui n'est pas méchant en soi. Les gens peuvent quand même bâtir un capital, pour ceux qui peuvent se le permettre, évidemment. C'est sûr qu'on va voir reviser l'encadrement actuel au niveau de la copropriété divise. C'est clair, ça, il y a une entente commune à ce niveau-là, de voir à revoir la structure, la façon de faire. D'autre part, tantôt, on va avoir à voter sur une motion là-dessus. Moi, pour cette motion-là, je vais afficher mes couleurs de suite, je vais voter pour le condo, la conversion en condo. Je vais expliquer pourquoi. C'est que c'est un processus qui était commencé antérieurement au niveau du CCU, tout ça. Les propriétaires ont fait une démarche, ils ont suivi les règles qui étaient déjà en place, tout ça. Puis je trouverais ça lésant de dire aux propriétaires, écoute, tu as fait ta démarche à la fin, puis non, on change d'idée, on coupe l'herbe sur le pied. Parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là. Vous le savez très bien.
mais par respect du processus, puis on est dans un système démocratique, je pense que ce serait intéressant de poursuivre, mais c'est clair qu'on veut revoir le cadre à ce niveau-là. Dans le cadre, d'un exemple d'un condo au niveau, je prends juste l'exemple de la rue Beatty, c'est certain que là, c'est pas un logement qu'on enlève accessible. On parle d'un loyer moyen de la rue Beatty entre 850 et 1200 $ par mois. Même si on le gardait, en ce cas-ci, en loyer conventionnel, c'est pas un loyer qui est accessible à tous. Pas chauffé. Mais oui, on veut revoir la politique. Puis c'est certain que je veux une ouverture de part et d'autre au niveau des négociations, au niveau des terrains, ou au niveau de la réserve foncière. Tantôt, je voulais juste faire un point là-dessus qui m'a un petit peu étonné une chose. Enrichir un promoteur. On est dans un système capitaliste, on est tous dedans. Le mot enrichir n'est pas nécessairement mal en soi. C'est notre système qui est comme ça. Je pense qu'il faut avoir une ouverture des gens, mais il faut respecter aussi les gens qui veulent faire une démarche aussi entrepreneuriale, d'essayer de faire des choses. Enrichir n'est pas nécessairement synonyme de malversation, n'est pas nécessairement synonyme d'écraser l'autre. Moi, j'ai rien contre un promoteur qui regarde un milieu de vie, qui le développe, puis qui essaie de sortir la tête de l'eau. Il y en a qui le font, qui le font bien, il y en a qui le font moins bien. C'est dans n'importe quoi, dans n'importe quel métier. Puis je pense que c'est important, à ce niveau-là, au niveau des négociations, au niveau des terrains, des promoteurs, de part et d'autre, que ce soit le CRCV, les promoteurs, qu'on ait une ouverture, tous et chacun, là-dedans, souvent, on va trouver un consensus, parce que souvent, c'est une question de financement, la problématique du logement social. C'est pas juste le terrain, il y a une question de financement, puis on a tous intérêt à travailler ensemble que de se camper chacun de notre côté. C'est pour ça que je pense que là-dessus, c'est un rôle qu'au niveau politique que j'ai l'intention de jouer pour aider. Pour ce qui est de la question des terrains. De dérogation, il y a certains critères qui ont été établis. On est tous d'accord qu'on voudrait les resserrer à Verdun, mais si on se fie aux dernières années, en une décennie à Verdun, à l'arrondissement, il a été approuvé 12, 13 demandes de dérogation en moyenne par année. C'est pas si faramineux, c'est une fois par conseil, des fois deux, des fois rien. Sauf qu'au bout de 10 ans, c'est 400 logements locatifs. Je pense même pas qu'on aura ce bilan-là au bout de 10 ans de construction de nouveaux logements, toutes catégories confondues. Alors, pour les élus du projet Montréal, c'est évident que par souci de protection du parc locatif et par conviction, dès maintenant, on ne peut pas aller de l'avant avec ces projets-là, considérant aussi que le seuil d'équilibre du taux d'inoccupation des logements est de 3%. On a une moyenne d'à peu près 2% dans la dernière décennie. Donc, on a aussi une certaine responsabilité de faire ce qui est en notre pouvoir pour limiter les hausses. Puis dans le cas les deux cas de dérogation qui nous sont présentés aujourd'hui, les pièces jointes liées au sommaire décisionnel qui sont préparées par les fonctionnaires pour qu'on prenne nos décisions, sans entrer dans les détails et dévoiler de données confidentielles, mais on peut croire que c'est avant tout des projets d'investissement. L'enjeu n'est pas l'accès à la propriété. Alors ça, c'est une autre des raisons qui font que dès aujourd'hui, on ne souhaite pas que ces dérogations-là soient acceptées. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait commenter? Gagnon? On s'est rencontrés cette semaine, la semaine dernière. J'ai expliqué la raison pour laquelle j'ai voulu bonifier le projet Casabella. D'emblée, je me disais 26 logements promis en 2002, c'était trop loin. Ça aurait été fait depuis longtemps. 26 projets de logements à prix abordable, ça aurait dû être fait avant. Je voulais bonifier l'offre qui est déjà là sans perdre la possibilité de réaliser à court terme, parce que c'est bien beau d'avoir des projets à long terme, je suis d'accord d'en avoir, et on peut se fixer peut-être un quota qu'on aimerait atteindre et essayer de travailler là-dessus. Ensuite de ça, si le CRCV veut travailler avec nous pour bonifier le projet avec le promoteur, puis pour un temps, on est d'accord. Moi, j'ai rien contre pour bonifier. On peut monter à 112, à 200 unités, sans aller à 100%. Moi non plus, je ne suis pas un gros fan de faire un seul type de projet. Mais tant qu'on ne perd pas la possibilité d'avoir un promoteur qui est intéressé à faire le projet, puis qu'on rapporte ça au calendrier grec dans 10 ou 12 ans.
Donc, si on est capable à court terme de s'entendre avec le promoteur, d'augmenter le nombre d'unités, moi je suis 100% pour et je vais travailler à ce niveau-là. J'ai vécu 5 ans en coopérative d'habitation, de logement non subventionné, et ça a été une très belle expérience pour moi, c'est que je crois au produit. Merci, M. Gagnon. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre question. Alors, j'invitais Mme Ginette